Alors, j'espère que vous voyez bien le parcours que nous faisons en philosophie du vivant, hein, c'est-à-dire on essaye de découvrir ce que c'est que l'homme vivant, hein, dans un regard philosophique, c'est-à-dire on ne regarde pas le point de vue de la foi, on ne regarde que ce que l'intelligence humaine peut dire au sujet de l'homme en tant qu'il est vivant. La première chose que je vous ai dite, c'est que ce regard philosophique est particulièrement important dans le contexte actuel parce que c'est un contexte scientifique et donc le seul regard que les gens ont sur le vivant, c'est la science. Et ça fait partie d'une idéologie qui s'appelle le positivisme, je ne reviens pas là-dessus, on l'a longuement expliqué. Parce que, donc, ce regard philosophique, il n'y a personne qui l'a, enfin, c'est très rare. Même parmi les philosophes, ils font plutôt la philosophie de la science, la philosophie de la biologie, ils font la philosophie du regard humain, scientifique sur le vivant. Mais une recherche vraiment philosophique sur l'homme comme vivant, vous en trouverez très 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 peu. La deuxième chose, c'est qu'on a pris un exemple, c'est l'évolutionnisme. L'évolutionnisme est une théorie sur le vivant, l'homme vivant, et qui prétend découvrir grâce à la science une continuité entre l'animal et l'homme. Voilà. La vraie réponse, vous voyez, on peut donner des réponses critiques, c'est-à-dire critiques au sens philosophique du terme. C'est pas la critique, c'est une réflexion sur la connaissance, une philosophie de la connaissance. Donc ça n'a rien à voir avec le tempérament critique qu'on peut avoir dans le monde. La critique en philosophie, c'est ça. Quel type de connaissance nous donne l'évolutionnisme sur l'homme comme vivant? C'est ça la critique, c'est de se poser cette question. Quel est le regard de la science sur en particulier l'évolutionnisme, sur l'homme comme vivant? Donc on a vu ça aussi en détail pour donner un exemple du regard scientifique, et puis en comparant avec le regard philosophique, eh bien c'est tout autre évidemment. Mais la vraie réponse au regard scientifique, c'est quand on aura fait l'induction de l'âme. C'est ça la vraie réponse. Et une induction de l'âme, c'est-à-dire une découverte philosophique de l'existence de l'âme, sans parler de la foi ni des Écritures. On peut le faire en philosophie. C'est ça la vraie réponse. Parce que en découvrant l'existence de l'âme au plan philosophique, de façon nécessaire, on ne peut pas aller contre. Parce que on part de l'expérience que tout le monde peut faire, et puis on aboutit par un raisonnement particulier à l'existence de l'âme, et donc on ne peut pas nier. On ne peut pas nier qu'on fait le parcours philosophique, on ne peut pas nier que l'âme existe, qu'elle est spirituelle, etc. On verra tout ça. Donc c'est la vraie réponse au regard scientifique. Tant qu'on ne fait pas l'induction de l'âme, on peut n'avoir qu'un regard critique. C'est-à-dire, cette théorie d'évolution, c'est une hypothèse qui s'accorde avec certaines expérimentations scientifiques, mais pas plus. Pas plus. Donc, il n'y a rien de prouvé. Il n'y a rien de prouvé. Parce que le regard scientifique est tellement partiel que faire des hypothèses à partir d'un regard partiel, ça n'explique pas la réalité. On ne peut pas s'appuyer dessus. Voilà. Alors, on avait commencé la dernière fois à faire cette démarche de la découverte du principe propre de l'homme. On appelle ça un principe propre, parce que c'est un principe qui regarde un aspect particulier de l'homme, c'est-à-dire l'homme comme vivant. Quand on découvre ce principe est un absolu, c'est-à-dire on ne peut pas aller au-delà. Il n'y a rien au-delà de ce principe. Voyez, dans la perspective philosophique dans laquelle on travaille. Bien sûr, quand on aura découvert l'existence de Dieu en métaphysique, alors c'est autre chose. On pourra dire au-delà de l'âme, il y a autre chose. Mais dans cette perspective philosophique qui est propre, c'est pour ça qu'on dit principe propre, parce que c'est le principe de ce regard philosophique. Il y a d'autres principes, vous vous rappelez l'année dernière quand on a fait l'éthique, on a fait aussi une induction du bien comme fin. On a découvert le principe propre de l'agir humain
qui est toujours le bien considéré comme fin. Pourquoi c'est un principe propre? Parce que c'est ce qui éclaire tout l'agir humain. On agit en vue d'une fin, toujours, et une fin qui est un bien pour nous. Alors ça peut être un bien apparent, on peut se tromper, mais c'est toujours un bien. Qu'il soit réel ou qu'il soit apparent, on agit toujours en vue d'une fin. Donc c'est un principe propre de l'agir éthique. Voilà ce que c'est qu'un principe propre. Et au-delà de cela, au-delà de cette fin, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Il n'y a que le bon Dieu après, qu'on découvrira. Mais autrement, il n'y a rien. Alors, je reviens sur cette induction parce que c'est une démarche qui est difficile. Et où on peut facilement croire qu'on a fait la démarche alors qu'on ne l'a pas faite. Donc, pour reprendre cette démarche de l'induction du principe propre, je vous avais en premier lieu parlé d'un toucher affectif de ce que les traditions religieuses appellent l'âme, qui est d'abord une expérience interne. La grosse difficulté de cette induction de l'âme, c'est que, premièrement, on part de l'expérience, comme pour toutes les inductions. Sauf que cette expérience, elle est interne. Ce qui est existentiel, vous rappelez que l'expérience doit toucher la réalité qui existe. Or, la vie, elle est en moi. La première chose, une des premières caractéristiques qu'on a vues sur la vie par rapport à la nature, c'est que le principe du mouvement, il est en moi. Or, si c'est en moi, il n'y a que moi qui peux faire ce chemin de découverte. Je ne peux pas le faire pour un autre. Chacun doit le faire. Parce que chacun fait l'expérience de sa propre vie. Moi, je fais pas l'expérience de votre vie. Je la vois de l'extérieur, à travers votre corps, à travers ce que vous dites, mais c'est toujours un regard extérieur. Le regard le plus profond, c'est pas le regard extérieur. C'est le regard intérieur pour la vie, en ce qui concerne la vie. Donc, comme c'est un regard intérieur, chacun doit faire le raisonnement. Mais en plus, comme il s'agit d'un raisonnement particulier qui s'appelle l'induction, et je vais vous le montrer tout à l'heure, chacun doit le faire. Et je ne peux pas le faire à votre place. Au contraire d'une démonstration scientifique, la démonstration scientifique, il y a des étapes nécessaires d'une étape à l'autre. Donc on est guidé. Tandis que dans l'induction, c'est pas comme ça. Il y a un saut, paf. On passe directement de l'expérience à la découverte du principe propre. Il n'y a pas d'étape. Il y a une médiation, je vous l'expliquerai tout à l'heure, il y a une médiation entre l'expérience et la découverte du principe. Mais cette médiation, il n'y a que vous qui pouvez la faire. Je ne peux pas la faire à votre place. Alors qu'un raisonnement, je peux le faire à votre place. Je peux vous enseigner comment faire un raisonnement scientifique. Parce qu'il y a ces étapes, et comme il y a une dimension universelle, eh bien, tout le monde peut y adhérer. Alors, il y a cette double difficulté pour l'induction de l'âme, c'est que le point de départ de l'expérience, il est personnel, et personnel, ça veut dire c'est pas échangeable, je ne peux pas le faire à votre place. Et puis, le chemin lui-même, il est aussi personnel. Mais cependant, c'est scientifique. C'est scientifique, pourquoi? Parce qu'il y a une nécessité. On découvre un principe qui est cause et qui produit des effets. Et chacun peut avoir, quand il fait la démarche, l'évidence de cela. Tant que je n'ai pas l'évidence, c'est que je n'ai pas fait le chemin, je n'ai pas fait l'induction. Vous voyez? On touche quelque chose qui est un absolu dans l'ordre qu'on regarde, c'est la vie, le principe propre de la vie, que chacun doit découvrir comme un absolu. Et je ne peux pas le faire à votre place. Je peux vous montrer comment moi je le fais, mais c'est tout. Et un autre peut vous montrer aussi, mais c'est tout, pas plus. C'est pour ça que c'est pas commode. Alors, on avait dit, pour préparer cette induction, pour qu'on puisse bien la faire, cette expérience intérieure, toucher affectif de l'âme, c'était la question de l'intériorité. Vous voyez, chacun peut faire l'expérience d'une certaine intériorité qui l'habite.
voyez, et où est-ce qu'on la voit le mieux, cette intériorité? C'est là où la vie est la plus profonde, là où la vie est la plus intérieure, c'est l'amour. Hein? Il n'y a pas il n'y a pas d'expérience plus profonde et plus intérieure que celle de l'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on commence à aimer une personne, eh bien, cette personne, elle nous habite. Et ça, c'est une intériorité. Vous voyez? Elle nous habite. Ça veut dire que à l'intérieur de nous, il se passe quelque chose, une transformation. Et on le voit bien quand une personne tombe amoureuse, eh bien, elle est transformée de l'intérieur. Voyez? Et même si le principe de cette transformation, on l'a vu en éthique, c'est quelque chose qui est à l'extérieur, en moi, cette transformation, elle a des effets, et des effets vitaux. Hein, je suis plus joyeux, j'ai plus d'entrain, j'ai plus d'initiative, et ça vient de moi. Même si le principe est extérieur, la source, disons, l'origine, après, ce développement, il vient de moi. Parce que comme je suis attiré, je réponds. Hein, on a vu ça en éthique. Hein. Et donc, il y a quelque chose en moi qui est source et qui est une intériorité. Cette intériorité, je vous l'ai expliqué, c'est pas la conscience. Parce que quand je commence à aimer une personne, même si j'y pense pas, cette transformation, elle existe en moi et elle dure. Et elle modifie toute ma vie aux opérations vitales les plus fondamentales. Manger, respirer, ça peut transformer ça. Je mange moins ou je mange plus, ça dépend des tempéraments. Enfin, on est complètement transformé. Vous voyez ? Donc, c'est pas la conscience. De plus, la conscience est de l'ordre de la connaissance. Alors là, il s'agit de l'amour. Vous voyez ? Et si j'expérimente que cette intériorité, elle grandit au fur et à mesure que l'amour s'intensifie, vous voyez, elle est liée à un secret que je porte. À quelque chose, un secret, ça veut dire quelque chose qui est caché et qui n'est atteignable que par moi-même, parce que j'en fais l'expérience. Je ne le communique pas, c'est pour ça qu'on dit que c'est un secret. Je ne le communique pas. C'est-à-dire, cette intériorité, je ne peux pas la communiquer à un autre. Je peux communiquer une parole, je peux communiquer un geste, je peux communiquer quelque chose, mais cette intériorité, elle m'habite. Et c'est très difficile à la dire. Donc je peux communiquer par la parole, mais mon intériorité, je ne peux pas la communiquer. Je peux dire, je peux communiquer l'expérience que je fais, mais l'intériorité, non, elle est personnelle, je ne peux pas la communiquer. Je peux communiquer simplement le dire de cette expérience, mais pas plus. Ça ne va pas plus loin que ça. Je dois dire que cette intériorité, elle est bien antérieure à l'amour. J'ai fait l'expérience, c'est ça qui me permet psychologiquement de comprendre qu'il y a une intériorité, c'est que je commence à aimer. Parce que là, l'intériorité, elle est manifeste. Mais je peux dire que déjà avant de connaître une personne, de l'aimer, il y avait déjà une intériorité. Pourquoi ? On a vu en éthique que l'homme désire le bonheur. Pourquoi je désire le bonheur ? Parce que c'est mon bien. C'est-à-dire, il y a un amour de moi. C'est pas seulement l'amour d'une personne, c'est un amour de moi, je me veux du bien, je cherche le bonheur. Eh bien, ça, c'est déjà une intériorité. Elle est plus cachée. Elle est moins évidente que celle de la rencontre avec une personne que j'aime. Mais elle existe. C'est-à-dire, cette intériorité, elle est connaturelle à ma personne humaine. Vous voyez, puisque l'amour de moi, même petit enfant, et alors là, j'en ai pas conscience, c'est au-delà de la conscience, c'est sûr. Je veux me nourrir, je veux respirer, je veux vivre. Je me veux ce bien-là, qui est la vie. Et donc, il y a déjà quelque chose en moi qui me pousse à poser ces opérations, parce que je me veux du bien. Et donc, il y a quelque chose en moi, un amour de moi, qui est déjà une intériorité. Vous voyez ? Donc là, ce que je touche dans cette intériorité, c'est ce que les traditions religieuses appellent l'âme.
Mais vous comprenez que cette expérience et ce chemin affectif du toucher de l'âme, c'est pas scientifique, c'est trop affectif. Et donc le philosophe, il doit se poser la question, mais est-ce que je peux connaître ce qu'est cette âme ? Parce que le philosophe, c'est au niveau de la connaissance, c'est pas au niveau affectif. Alors, c'est la première démarche qui me fait poser cette question au philosophe. Est-ce que je peux connaître qu'est-ce que c'est que cette âme ? Voilà. Alors, pour ça, eh bien, il faut que je reparte de l'expérience. Mais cette fois-ci, une expérience qui n'est pas affective, une expérience qui est objective. Et c'est là la difficulté, comme je vous le disais tout à l'heure, cette expérience objective, elle est personnelle. Mais c'est pas parce qu'elle est personnelle que je dois dire elle est subjective. Elle est personnelle mais objective. Et c'est quoi ? Quel est l'aspect existentiel de la vie qui est en moi ? Vous voyez, quand on parle de vie, c'est assez abstrait. C'est un peu flou. On voit ce que ça veut dire la vie, par rapport à quelqu'un qui est mort. Voilà, on touche quelque chose. Mais qu'est-ce qui est existentiel que je peux toucher dans mon expérience qui est tout à fait objectif ? C'est l'opération vitale. L'opération vitale, je vois, j'entends, je réfléchis, j'aime, je pense, je mange, je respire. Ça, c'est des opérations vitales, qui est quelque chose d'existentiel. C'est vraiment là d'où je peux partir. C'est la seule chose qui existe et que je peux toucher dans mon expérience. Même si elle est personnelle, c'est-à-dire quand je mange, je ne peux pas manger pour un autre. C'est une expérience que je ne peux pas communiquer. Encore une fois, je peux communiquer par la parole, dire ce que je vis quand je mange, etc. Mais l'aspect d'assimilation, on verra. Ça sera le cours suivant. C'est-à-dire les opérations vitales, quand on les analyse, puisque c'est à partir de cette expérience de l'opération vitale qui est la seule chose existentielle que je peux toucher, cette assimilation, elle est tellement personnelle que je ne peux pas assimiler pour un autre. Je ne peux pas dire le dimanche matin, en passant dans la rue et les odeurs de petits pains chauds, quand je n'ai pas pris mon petit déjeuner, comme c'est bon, je vais manger pour ma famille, à la place. Non, ça, c'est pas possible. Je mange moi, mais je ne mange pas pour les autres. C'est tellement individuel, voilà. Mais cette expérience de l'opération vitale. Alors, je vous disais la dernière fois qu'on est très aidé parce que il ne s'agit pas, pour toucher, vous voyez, le jugement d'existence, c'est ce que c'est le jugement d'existence, je l'ai dit plusieurs fois, je vois cette table, je dis cette table existe, voilà. Quand je dis cette table existe, mon intelligence est liée à la réalité. Parce que, grâce à la vue et au toucher, mon intelligence dit, eh bien, cette table existe. Voilà, la réalité existentielle, c'est une réalité, c'est pas une réalité possible. Je suis capable de penser à la table. Ça, c'est n'importe quelle table. Quand j'ai fait l'expérience, alors c'est ce qu'on va voir là tout à l'heure, c'est une autre induction qui n'est pas l'induction d'un principe propre. On va voir ça. C'est pour ça qu'on peut se tromper. Quand on fait le chemin d'induction, c'est-à-dire la découverte du principe propre, on peut complètement se tromper et partir dans quelque chose d'autre. Par exemple, je dis cette table, et le mot table, j'ai le concept de table dans la tête. C'est pas quelque chose d'existentiel, ça existe dans ma tête, oui, mais c'est pas une réalité en dehors de moi. Par contre, quand je dis cette table existe, ce démonstratif, c'est pas une autre table que celle-là. Mon intelligence est liée à la réalité par le jugement d'existence. Cette table existe. J'en fais l'expérience parce que je la vois et je la touche. Mais en même temps, quand je dis cette table existe, le mot table a une signification qui ne vient pas de l'œil ou du toucher. Il n'y a que l'intelligence qui peut dire ça. Donc quand je dis cette table existe, je vois bien que l'intelligence est présente à travers le concept de table, mais l'expérience, parce que c'est cette table concrète, existentielle. Alors l'opération vitale, c'est la même chose. C'est la vie concrète, existentielle, que
dont je peux faire l'expérience, puisque c'est la mienne. Vous voyez, elle est singulière. Vous voyez, je ne parle pas d'une opération vitale abstraite comme ça, n'importe quelle. Non, je dis, je respire, je vois, je pense, j'aime. Ça, il y a pas seulement la conscience que je fais de cette, mais la lucidité. Dès que j'opère, je suis lucide. C'est au-delà de la conscience, je sais. Je peux avoir cette conscience, mais j'ouvre les yeux, je vois. Vous voyez ? Et j'ai cette lucidité sur toutes mes opérations vitales. C'est pour ça qu'il y a un jugement d'existence sur ce qui est existentiel de ma vie, c'est-à-dire les opérations vitales. Je vois, j'entends, je mange, je pense. Voilà. Alors ça, c'est l'expérience de base. Il faut vraiment que ça soit clair pour chacun d'entre vous. C'est-à-dire qu'on part de là. C'est déjà pas commode, parce que c'est intérieur. Et puis il y a cette lucidité qui nous aide sur les opérations vitales. Alors, l'induction qu'il ne faut pas faire. Je vous montre d'abord la chose négative pour que, quand on va faire le chemin de découverte de ce principe propre, ça ne soit pas cette induction dont je vais vous parler et qui n'est pas la bonne. Ça s'appelle l'induction de l'universel. Alors c'est un terme un peu technique, mais je vais vous expliquer ce que c'est. On part aussi de l'expérience. De l'expérience, par exemple, des qualités sensibles d'une réalité. Je vois un pull rouge, je vois une voiture rouge, je vois un toit rouge, je vois... et puis à la fin, vous dites rouge. C'est-à-dire, vous abstrayez de toutes les réalités rouges que vous avez vues, vous abstrayez, séparez de la matière, la qualité sensible dont vous avez fait l'expérience. Et vous dites le rouge. Vous voyez, l'intelligence fait ça de façon inconsciente. C'est très rapide. Et ça va plus vite. C'est une facilité que l'intelligence se donne, dont elle est capable, ça s'appelle l'abstraction, tout simple, à partir de plusieurs expériences. Vous voyez, la nature, il y a des vers de toutes les nuances, et puis vous avez une notion de vert. Vous voyez, c'est difficile à exprimer ce que c'est. Alors on peut dire c'est le mélange du jaune et du bleu, oui, tout à fait. Mais les couleurs primaires, le jaune, voilà, qu'est-ce que c'est exactement ? Et pourtant, vous savez ce que c'est. Grâce à cette induction de l'universel. Vous atteignez, c'est pas un principe, parce qu'il n'est cause de rien du tout. Et ce n'est pas quelque chose qui existe. C'est une abstraction. C'est impossible, c'est de l'ordre du possible. Vous voyez ? Ce qu'on va faire, nous, c'est pas de l'ordre du possible. On va découvrir une réalité qui est cachée, dont vous ne pouvez pas faire l'expérience tout de suite, mais quand on aura fait l'induction de l'âme, alors vous saurez avec certitude qu'il y a ce principe qui est en vous. Oui, donc l'induction de l'universel, c'est un passage du multiple à l'un, si vous voulez. De multiples réalités, vous atteignez quelque chose d'un. Voilà. C'est le passage de l'existentiel au possible. Et l'intelligence fait tout le temps ça. Et c'est très pratique, quand vous avez le rouge, après que vous voulez exprimer que quand on conduit, il y a le feu rouge, il faut s'arrêter. Vous n'avez pas besoin de faire de longues conversations pour expliquer ce que c'est qu'un feu rouge. On a déjà la notion de rouge et donc parfois on s'arrête au feu rouge. Voilà, donc c'est très commode et c'est bien. L'induction de l'universel, c'est pas ça. Et l'induction, ça c'est de l'universel. L'induction du principe propre, c'est autre chose. Alors, on va partir de différentes expériences. On va prendre plusieurs expériences d'opération vitale. Et pour faire cette induction, il faut mettre en lumière des divisions, c'est-à-dire des choses qui s'opposent et même presque qui se contredisent. Parce que il y a l'expérience à la fois de ces parties qui ne vont pas ensemble et en même temps l'expérience de l'unité.
Alors, quelles sont les opérations vitales différentes? Eh bien, vous avez le matin, vous réveillez, et puis vous n'êtes pas tout à fait réveillé, hein, et puis au bout d'un certain temps, vous êtes un peu plus réveillé. Et si vous devez travailler, vous allez être encore plus éveillé. Vous avez le pouvoir de vous concentrer quand vous le voulez. Et quand vous avez fini votre travail, vous relâchez la tension. Il y a en nous quelque chose qui fait que on peut moduler, il y a une certaine souplesse dans la concentration que l'on a selon ce qu'on a à faire. Mais je remarque aussi que cette expérience de la concentration, elle est aussi limitée par des facteurs extérieurs ou des facteurs qui sont de mon conditionnement. Par exemple, si je suis fatigué, ça va être difficile de se concentrer. Donc je vois bien qu'il y a quelque chose en moi capable de me concentrer, de focaliser sur le travail, l'attention, et puis de relâcher. Et puis, mais il y a quelque chose aussi qui ne dépend plus de moi, hein, qui dépend de mon conditionnement. Si je prends par exemple la connaissance, hein, la connaissance c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, quand je connais une réalité, ça me met proche de cette réalité. Plus je la connais profondément, plus je suis proche, et je ne parle pas de l'aspect affectif, hein, je parle de l'intelligence. Quand je connais une réalité, que je découvre profondément ce qu'elle est, je ne suis plus étranger à cette réalité, parce que je la connais. L'intelligence est une faculté c'est une possibilité que j'ai de connaître qui va toujours plus profondément, il n'y a pas de limite. Je peux toujours chercher à connaître mieux. Parce que la réalité est insondable. Même si je touche le principe propre, vous verrez, dans la démarche philosophique qu'on fait, une fois qu'on a fait l'induction du principe propre, il y a après tout un développement qu'on peut faire, hein, quand vous avez touché l'intelligence la plus profonde que vous avez, ça éclaire tout le reste. C'est pour ça que ce moment de l'induction du principe propre est un moment capital, parce que tout le reste du discours philosophique est éclairé par ce qui est de plus lumineux. Tout ce qui est le plus lumineux, c'est le principe propre. Après, tout le reste est éclairé par ça. Donc, l'intelligence, c'est quelque chose qui me permet d'atteindre la réalité au-delà de son extériorité. Vous voyez, la connaissance sensible, le voir, le toucher, l'entendre, ça demeure lié à l'aspect sensible. C'est à l'aspect extérieur de la réalité. Et grâce à l'intelligence, je peux aller beaucoup plus loin. Je peux pénétrer. Je peux connaître profondément. Je dépasse l'apparence. Et je dépasse l'apparence pas seulement dans la conscience que j'ai, hein, qui est de la réalité. C'est autre chose, je peux faire une analyse. C'est plus que ce qui apparaît à ma conscience. Quand j'analyse, vous voyez, j'estime connaître une chose quand je connais sa cause. Quand je connais ses causes. Parce que la cause me donne l'intelligence de la réalité. Hein? Si je m'arrête à l'apparence de la réalité que j'ai dans la conscience, je ne touche pas de cause. Je suis dans la description. Voilà, elle est comme ça, puis je fais des relations, hein, je vois les relations que cette réalité qui apparaît à ma conscience a avec les autres réalités, etc., qui apparaît à ma conscience, etc. Je peux faire une construction liée aux relations et aux descriptions que j'ai, qui peuvent être très pertinentes et très perspicaces, mais ça ne me donne pas l'intelligence. Ce qui me donne l'intelligence, c'est quand j'ai la cause. Pourquoi ? Parce que je touche un absolu. Au-delà de la cause, il n'y a rien. Il n'y a pas d'intelligence au-delà de la cause. Hein. C'est une analyse. Alors, l'intelligence est quelque chose donc qui fait partie de ma vie et qui est sans doute un des aspects vitaux les plus essentiels, les plus importants de ma vie, parce que je peux m'orienter dans ma vie, faire des choix, je peux discerner. Quand je connais la réalité, je discerne en connaissance de cause. Je ne suis pas errant au petit hasard. Hein.
Non, quand je connais la cause, eh bien, je peux m'orienter dans la vie. Donc c'est quelque chose de capital. Voilà, heureusement, ce discernement, au point de vue chrétien, il nous est donné par la parole de Dieu. Donc si je ne suis pas philosophe, je suis récupéré par la foi. Voyez. Mais si je suis philosophe, eh bien ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. L'amour. Alors l'amour aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein. Ça fait partie de ma vie. Et non seulement ça fait partie de ma vie, mais je vois qu'il y a un ordre entre la connaissance et l'amour. On a vu ça en éthique l'année dernière, hein. C'est-à-dire que si je veux que l'amour aille jusqu'au bout, l'amour d'une personne humaine, il faut bien que je réfléchisse sur la manière de l'atteindre, en fonction de la personne que j'aime et en fonction aussi de moi. Il faut bien, du côté de l'intelligence pratique, que je mesure mes actes pour qu'ils ne soient pas envahissants face à la personne que j'aime et pour qu'ils me permettent aussi de l'atteindre, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas trop faibles pour atteindre la personne, mais pas trop forts pour ne pas l'abîmer. Et donc, il y a une réflexion, un ordre que je dois découvrir dans mon agir pratique pour que ce chemin vers la personne aimée soit, j'allais dire, efficace, entre guillemets, hein, et que je respecte au maximum cette personne que j'aime et que je me respecte moi aussi. Donc l'intelligence, elle est bien aussi, l'intelligence pratique, elle est bien au service de l'amour. Et puis, par contre, alors je vois que si dans l'agir humain, mon intelligence est au service de l'amour, lorsqu'il s'agit de la connaissance spéculative, c'est-à-dire la découverte de l'existence de la réalité première que les traditions religieuses appellent Dieu, l'amour suit la connaissance. Hein, c'est-à-dire je connais et puis j'aime. Tandis que dans l'agir pratique, c'est l'inverse. Je suis attiré et je réfléchis au service de cet amour. Quand je suis en philosophie, en métaphysique, je découvre l'existence de l'être premier et je découvre qu'il est la bonté suprême et donc je l'aime. Alors, il y a une attraction, hein, c'est sûr. Après, en réfléchissant en philosophie, on peut dire, oui, l'attraction de cette réalité première sur moi, elle est antérieure à la démarche métaphysique, mais j'en fais pas l'expérience. J'en fais pas l'expérience. Tandis que dans l'agir éthique, c'est la personne qui m'attire dont je fais l'expérience tout de suite. Et je mets mon intelligence au service de ça, oui, pour que l'amour aille plus loin. Voilà, alors l'amour, c'est quelque chose de capital dans ma vie, hein. Je crois que c'est un sommet, on ne peut pas dire autre chose, puisque c'est par l'amour que j'atteins ma fin et que ma vie prend tout son sens. C'est pas rien. Il y a aussi, on pourrait dire, tout l'aspect de la connaissance sensible, hein, les cinq sens, l'imagination. L'imagination, c'est très présent dans ma vie aussi, hein. Et parfois, ça déborde trop. Et ça m'empêche de me concentrer, parce que mon imaginaire est trop fort. Et mon intelligence n'arrive plus à dominer la situation, parce que ça part dans tous les sens, hein. Et la séduction de l'imagination, c'est que j'ai j'ai un monde à moi. J'ai un monde à moi. C'est moi qui produis de façon involontaire et inconsciente, hein, mais ça vient de moi. Tandis que la réalité, elle ne vient pas de moi. Vous voyez, la réalité, je la connais, l'intelligence me lie au réel, et je suis relatif au réel. Dans l'imaginaire, pas du tout. Je peux créer toutes les réalités que je veux et je peux me mouvoir, rebondir, enfin rêver. C'est très agréable, hein, parce que je suis dans mon monde. Tandis que le réel, il me ramène. Hein. C'est pour ça que quand on se réveille le matin, on est angoissé. Parce qu'on commence à se remettre dans le réel alors qu'on était
dans l'imaginaire pendant toute la nuit, on a fait de beaux rêves, puis on se réveille et la réalité, c'est pas du tout le rêve. Hein. Donc ça peut être angoissant. Hein. Mais peu de temps après, quand je suis réveillé, quand je suis bien éveillé, j'apprécie. J'apprécie d'être dans le réel. C'est un autre bien-être, j'allais dire, un autre bonheur, hein, pour prendre un terme fort, qui est plus grand que celui du rêve. Parce que celui du rêve, il n'existe plus, et puis il est décevant. Parce que quand j'entre dans la réalité, après, je ne suis pas bien. Tandis que quand je suis bien éveillé, je suis dans le réel, c'est pas décevant, parce que je reste dans le réel. Vous voyez, il y a quelque chose là qui est très, très important pour l'imagination, que malheureusement, le chrétien, il a l'explication, hein, c'est le péché originel qui fait qu'il y a une telle désharmonie en moi que je suis capable de gonfler l'imaginaire pour lui-même sans qu'il soit plus au service de l'intelligence. Hein. Et puis, je suis capable artificiellement aussi de faire ça, hein, c'est-à-dire avec la drogue, avec voilà, des substances qui fait que je développe mon imaginaire et j'étouffe l'intelligence, je m'avilis. Hein, parce que l'intelligence, elle ne peut plus avoir le dominium. Voilà, les passions, voilà une autre expérience aussi, hein, une autre expérience de la vie de l'homme. Et les passions sont multiples et je vois que je peux passer d'une passion à l'autre sans crier gare, de l'amour à la haine. Hein, quand j'ai pas fait ce chemin long du parcours de l'amour, je peux être livré à mes passions et je vois bien que je ne contrôle pas ma vie parce que c'est l'instinct des passions qui domine et je n'arrive pas à faire ce chemin. Mais par contre, alors, positivement, c'est quelque chose de merveilleux parce que ça me donne de l'élan. Ça me donne quelque chose qui est un élancement, quelque chose voilà, une espèce de vitalité, hein, de vitalité extraordinaire, hein, aussi bien du côté de l'irascible que du côté concupiscible. Voilà. Et la passion, c'est ce qui donne un peu de sel, hein, à la vie d'une façon extérieure, hein, parce que le vrai sel, c'est l'amour, évidemment. L'amour spirituel, hein, c'est ça qui donne sens à la vie. Donc c'est le sel de la terre, c'est ça. Mais la passion aussi, hein, toute la personne humaine au fond. Hein, c'est quand elle est bien développée et bien en harmonie en vue de la fin, eh bien c'est ça qui... Voilà. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question? Oui, dites. Pour en revenir à ce que vous disiez à propos de la déception, c'est décevant lorsque on quitte l'imaginaire de la nuit, qu'on a rêvé, etc., et puis qu'on se retrouve dans le réel et qu'au final, au bout de quelques instants, on retrouve un bien-être parce qu'on est dans le réel. Est-ce qu'on peut dire la même chose, en fait, parfois on dit qu'on est déçu par une personne. Est-ce que, en fait, ça viendrait du fait que ça ne vient pas de la personne en elle-même, mais ça viendrait du fait que nous avons vu la personne, nous étions dans l'imaginaire, en fait, dans la connaissance de la personne, nous ne la connaissions pas. Tout à fait. Tout à fait, le rôle, l'imaginaire dans l'amour, il peut être terrible. Il peut être très positif, mais il peut être terrible aussi. Parce que quand on aime, on peut idéaliser la personne. Vous voyez, dès qu'elle n'est plus présente, vous voyez, le réalisme de la présence, ça rectifie l'amour. Dès qu'elle est plus présente, je substitue sa présence parce que j'aime par l'imaginaire. Et l'imaginaire qui n'est pas le réel, c'est le possible, enjolive tout. Et j'idéalise facilement. Vous voyez, il faut un réalisme très très fort pour que, en l'absence de la personne aimée, je demeure dans le réel. C'est pas facile, hein? Donc c'est pas la personne en elle-même qui est la cause, c'est moi. C'est moi parce que je l'idéalise. Et puis dès qu'elle revient, je risque d'être déçu. Parce que j'ai tellement idéalisé que le retour au réel, c'est-à-dire à la rencontre personnelle, eh bien je suis un peu déçu. Vous voyez ? Si j'aime vraiment, ça ne se passe pas comme ça.
Et pour ça, il faut que je fréquente beaucoup la personne que j'aime pour enraciner ce réalisme de la présence en moi. Hein? Ça rectifie. Voilà, ça rectifie tout, la présence. Hein. Voilà, alors il y a d'autres expériences. Le mouvement vital, c'est-à-dire la locomotion. Je me déplace, vous voyez, souvent on mesure la vitalité d'un enfant à cette façon de se mobiliser, de se mouvoir partout dans tous les sens. On dit c'est un enfant vivant, hein, en oubliant que c'est pas le principal de la vie. Hein, le principal de la vie, c'est autre chose. Mais l'enfant est trop petit. Alors on mesure sa vitalité à toutes les bêtises qu'il fait. Bon, voilà. Alors différent. Vous voyez, c'est très varié. Alors, comment saisir ce qui est à la racine de ça? Vous voyez, le principe propre de toute cette multitude d'opérations vitales, comment saisir cela? Eh bien, je remarque une autre chose, c'est que je vis. Et je le dis, je vis. Alors, quand je dis je vis, j'exprime quoi? J'exprime que ma vie, elle est une. Je vis. Ma vie, elle est une. Alors, comment rendre compte de cette diversité, cette multiplicité d'opérations vitales, et puis l'unité de ma vie? J'expérimente cette unité de ma vie, je dis je vis. Et je vis dans cette diversité énorme. Alors c'est cette diversité qu'il faut maintenant bien analyser pour découvrir la cause et le principe propre. Cette diversité des opérations vitales, elle est multiple. Il y a une diversité d'abord quantitative. Le nombre des opérations vitales que j'ai dans ma vie de tous les jours, c'est phénoménal. Il y en a qui sont conscientes, mais il y en a qui ne sont pas conscientes. Vous respirez, vous n'avez pas la conscience de respirer à chaque instant. Votre battement de cœur, vous n'avez pas la conscience de ça non plus. Dans certaines expériences, oui, mais c'est limité. Et pourtant, je vis. Ma vie, elle est une. Cette multiplicité, elle est ramenée à l'unité. Comment? Comment est-elle ramenée à l'unité? Deuxièmement, si je prends l'aspect plus qualitatif de la vie, qu'est-ce que je regarde? Je regarde que j'ai des opérations vitales dans la nature, pas l'aspect quantitatif, mais la nature des opérations vitales. Il y a des opérations vitales qui sont très basiques, et c'est les plus nécessaires. Respirer, manger. C'est vraiment basique, parce que même les animaux, ils ont ça. Et c'est ce qui est le plus nécessaire. Et puis, il y a d'autres opérations vitales, je pense, j'aime, je vois. C'est pas la même chose du tout. Et ma vie, elle est une. Comment est-ce que ça se fait? Ma vie, elle est une, avec des opérations vitales qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Comment ça se fait que j'ai une seule vie? Je peux regarder une diversité autrement. La diversité, par exemple, du rythme. Chaque opération vitale a son rythme. Le battement de cœur, c'est pas la même chose que la respiration. Et puis même l'intelligence. Je cherche la vérité, mais je peux pas le faire toute la journée. Il y a des moments où je cherche plus la vérité qu'à d'autres moments. L'amour, c'est pareil. Et toutes vos opérations vitales, chacune a son rythme. Et pourtant, j'ai un rythme de vie qui m'est personnel. Comment ça se fait que cette multiplicité de rythmes de vie de chacune de mes opérations vitales se ramène à l'unité? On dit, j'ai un rythme de vie qui est affolant. Ah, je suis à la retraite maintenant, mon rythme de vie est plus posé. Sauf qu'on me demande des services tout le temps. Voilà. Et comment ça se fait? Vous voyez, comment ça se fait que cette multiplicité de rythmes de vie se ramène à l'unité? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
Vous voyez, cette diversité à chaque fois qui se ramène à l'unité. Alors, toute cette diversité ramenée à l'unité n'est pas source de l'induction que nous devons faire. Parce que je peux dire, la multiplicité quantitative des opérations vitales se ramène à l'unité par la finalité. C'est-à-dire, elles sont toutes ordonnées les unes aux autres, il y a un ordre, et donc elles se ramènent à l'unité. On a vu ça en éthique, par exemple, la fin fait que je multiplie mon agir humain en vue de cette fin, donc elle se ramène à l'unité par la fin. Et je pourrais expliquer ça comme ça. Mais mon intelligence n'est pas satisfaite de ça. Ça ne m'explique pas cette intériorité, ce qui est à la racine. Alors, je dis, il y a deux unités vitales. Il y a celle qui est la conséquence de toutes mes opérations vitales. Toutes mes opérations vitales concourent à l'unité. Et puis il y en a une plus radicale, qui est la source de toutes mes opérations vitales. Il y a deux unités vitales. Celle qui nous intéresse, ce n'est pas celle de résultat des opérations vitales. Parce que ça, c'est un effet. Moi, je cherche la cause et le principe. Donc, il faut que j'aille jusqu'à la racine, c'est-à-dire ce qui est source de la multiplicité des opérations vitales. Et là, il ne faut pas que je fasse l'induction de l'universel. Et je crois que Bergson, dont je vous avais parlé, faisait ça. Il parle de quoi? Pour parler de la source, il dit l'élan vital. L'élan vital, c'est ce qu'il y a de commun à toutes les opérations vitales. C'est une abstraction. C'est-à-dire, je regarde toutes mes opérations et je vois qu'elles ont en commun un élan, un jaillissement qui vient de moi. Et ça, c'est l'induction de l'universel. C'est une abstraction et ça ne me satisfait pas parce que je n'explique pas la cause. Je saisis quelque chose de commun à toutes les opérations vitales, mais ça ne m'explique rien. Alors, comment faire cette induction? Eh bien, cette induction, parmi toutes les diversités que je vous ai décrites, quantitatives, qualitatives et du rythme de vie, puis on pourrait en ajouter beaucoup d'autres, la seule qui me permet de découvrir le principe propre, c'est la diversité qualitative. Alors, comment faire ce passage? La diversité qualitative, vous voyez, on est dans l'ordre de la forme, là. La nature de mes opérations vitales. Voir, manger, penser, c'est des natures d'opérations vitales très diverses. On est dans l'ordre de la forme, parce que c'est la nature. Vous voyez? Donc, je vais découvrir un principe moyennant une interrogation. C'est là la médiation. Pour toucher le principe, il faut que j'interroge. Une interrogation personnelle. Je ne peux pas le faire à votre place. Je peux vous dire quelle interrogation je fais, mais il faut que vous le fassiez. C'est quoi cette interrogation? C'est l'appétit, l'intelligence qui veut chercher la cause et le principe. Alors, quelle est cette interrogation? Vous voyez, il y a quand même une médiation entre l'expérience de la diversité des opérations vitales qui sont existentielles et puis la découverte du principe propre. Vous voyez, ce n'est pas, comment dirais-je, et là aussi on peut faire une confusion autre que celle que Bergson, à mon sens, a fait, c'est-à-dire l'induction de l'universel. Une autre erreur, c'est grâce à la médiation de l'interrogation, si je ne suis pas bien lié à la réalité existentielle, d'aboutir à quelque chose que je pose. Pour être intelligible, je pose un principe. Non, je découvre un principe qui existe. Vous voyez, c'est pas pour expliquer intelligiblement ce que je constate, c'est-à-dire cette division. Je vous ai dit, dans une induction, il faut faire une division entre des parties qui sont incompatibles. Or, la seule possibilité que j'ai à faire de cette division entre des parties, c'est justement la nature diverse des opérations vitales. Il y en a qui sont très liés au corps, manger, respirer, et puis d'autres pas du tout, penser, aimer. C'est incompatible, ça ne va pas ensemble, parce que la nature est diverse, formellement c'est très divers.
Oui, donc la diversité, je vais aboutir à un principe qui va être cause propre selon la forme de la vie. Alors l'interrogation, c'est quoi? L'interrogation, c'est comment tenir ensemble la diversité de la nature des opérations vitales et l'unité vitale. Je découvre qu'il y a nécessairement un principe propre qui est cause de l'unité dans cette diversité. Il y a un principe propre, parce que je constate. Je ne pose pas un principe propre, je le découvre, c'est très important. Si vous dites « je pose un principe », vous n'avez pas fait l'induction. Je découvre, et il faut que je sois très lié au réel, à l'existentiel. Ces opérations vitales, j'en fais l'expérience. Tout le monde peut le faire. Cette unité vitale, j'en fais l'expérience. Donc nécessairement, il y a un principe qui fait l'unité dans la diversité. Et dans l'unité voilà ce que c'est que l'induction. Vous voyez, j'arrive. Je pars de l'expérience, je pose la question la plus précise que je peux, et en regardant cette diversité, je vous dis, c'est la nature des opérations vitales qui sont pratiquement incompatibles entre elles. Et puis l'unité vitale. Il y a nécessairement un principe qui fait l'unité de tout ça. Donc je découvre quelque chose qui est caché, mais que l'intelligence touche. Vous voyez, intus legere, disait saint Thomas, c'est-à-dire je lis de l'intérieur quelque chose qui est invisible, qui n'est pas expérimentable, que seule l'intelligence touche. Vous voyez, que je dis l'intelligence touche parce que je dis il y a un principe qui fait l'unité. Je ne le pose pas. Je dis il y a un principe. Si je dis je pose, c'est dans mon intelligence, mais ce n'est pas forcément dans la réalité. Vous comprenez la différence, Donc, je touche un principe. Vous voyez, c'est extraordinaire, l'intelligence. Je peux arriver à découvrir quelque chose qui ne se voit pas, qui ne s'expérimente pas, et qui est la lumière la plus puissante que j'ai sur la vie du vivant. C'est extraordinaire, Donc, après, on va développer. Qu'est-ce que c'est que cette âme? Vous voyez, ce que je touche, vous voyez, je l'appelle âme, parce qu'il faut bien lui donner un nom. Mais philosophiquement, vous remarquez que je touche une réalité. Il faut que je la nomme. Et je me sers des traditions religieuses, qui ont toujours parlé de l'âme. Donc je le nomme âme, ce principe propre de ma vie. Vous comprenez? Alors, cette induction, chacun doit la faire. Vous voyez? Si vous la faites, vous devenez intelligent parce que vous découvrez quelque chose de lumineux que vous ne connaissiez pas avant. Vous le saviez dans la foi. Vous le saviez parce qu'on vous l'a dit, vous l'avez entendu. C'était une opinion. Une opinion. Maintenant que vous faites l'induction, vous le touchez avec évidence. Il ne peut pas dire autre chose. C'est une évidence. Vous voyez? Donc vous avez la science de la philosophie du vivant, parce que vous avez touché le principe propre. C'est-à-dire ce qui éclaire tout le reste, parce que c'est principe et cause propre selon la forme de la vie humaine. Et est-ce que la mort fait partie de l'induction? La mort? Oui. Non. Non. Parce que vous n'expérimentez pas la mort. C'est un fait existentiel, ça c'est sûr. Vous l'expérimentez sur les autres, mais vous, tant que vous n'êtes pas morte, vous ne pouvez pas faire l'expérience. Et puis vous ne pouvez pas, une fois que vous êtes morte, vous êtes l'induction dans votre âme, après, mais... Voilà, on peut déjà le faire maintenant. Le grand avantage, vous voyez, de ce regard philosophique, c'est que, j'allais dire, j'ai pas besoin de la foi. Qui me dit que j'ai pas besoin de la foi pour l'âme. Dans la foi, je sais que l'âme existe, qu'elle est créée par Dieu. Après, en métaphysique, quand j'aurai découvert l'existence de Dieu, je pourrais dire que c'est Dieu qui est le créateur de l'âme. Sans faire appel à la foi ni aux Écritures. Là, je découvre l'âme comme principe propre sans faire appel à la foi aux Écritures. L'avantage, c'est que ce que je fais maintenant à votre égard, on peut le faire pour n'importe qui. Donc la théorie de l'évolution, elle est fausse. Elle est fausse parce que cette âme, nécessairement, puisqu'elle est source de la diversité formelle des opérations vitales, elle ne peut être que spirituelle. Puisqu'elle est source des actes de pensée et d'aimer, qui sont spirituels. Pas que, mais qui sont aussi spirituels. Donc, elle est nécessairement spirituelle. Donc,
L'esprit, ça ne se transmet pas par la génération. S'il se transmet par la génération, c'est ce qui est inférieur à la cause, c'est matériel. D'où vient cette âme? Alors le philosophe va poser la question, d'où ça vient? Quand j'ai découvert ce principe propre du vivant, je ne peux pas encore dire au plan philosophique d'où elle vient. Ça sera seulement dans la démarche métaphysique que je pourrai le dire. Mais au niveau de la philosophie du vivant, je découvre qu'il y a dans la personne humaine une transcendance. Quelque chose qui dépasse le corps. C'est pourquoi, tant que je ne sais pas d'où elle vient, je dois respecter la vie. Je dois respecter parce que je ne connais pas. Je ne sais pas d'où elle vient. Mais même avant de dire qu'elle est créée par Dieu au plan philosophique, je dois dire que je dois respecter parce que l'homme n'est pas réductible à son corps. Ce qui rend faux toutes les théories d'évolution qui ne regardent que l'aspect matériel. Vous voyez, il n'y a que dans l'induction, au point de vue philosophique, il n'y a que dans l'induction de l'âme qu'on voit que ces théories sont fausses. Ou du moins, elles sont peut-être vraies au niveau matériel, partiellement, mais du passage de l'animal à l'homme, il y a une rupture. Je dois le dire même au plan philosophique. Parce qu'il y a quelque chose, un principe propre qui existe dans l'homme qui n'est pas dans l'animal. Donc là, il y a une rupture. Vous voyez, sans faire appel à la foi ni à la parole de Dieu, je peux le dire au plan philosophique et je peux le montrer. C'est ça qu'il y a de meilleur, c'est que je peux montrer la nécessité de dire ça, de faire ces affirmations. Voilà, alors vous pouvez vous exercer à faire cette induction qui n'est pas facile, parce que c'est tellement personnel, parce que l'expérience au point de départ, elle est personnelle, elle est immanente, elle est cachée, elle est, voilà, grâce à la lucidité, je peux toucher quand même ça, et puis l'interrogation qui fait la médiation, plus l'interrogation est pénétrante, plus l'appétit de l'intelligence, l'interrogation c'est l'appétit de l'intelligence qui veut savoir. Donc plus votre intelligence est éveillée pour connaître la réalité, plus votre interrogation sera pertinente. C'est pour ça qu'avec le Père Samuel, vous allez voir, c'est un éveilleur d'intelligence. Alors, vous allez vous régaler parce que il est, voilà, il vous aide à poser des questions, à triturer les réalités dans tous les sens. Ce que vous croyez évident ne l'est pas. Il vous apprend à découvrir ça. C'est incroyable. Bon, alors, j'ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je serai content d'y répondre, là maintenant, parce que c'est pas si simple que ça. Vous voyez, c'est c'est le mouvement naturel de l'intelligence qui veut savoir. C'est tout simplement ça. Qui remonte à la source. L'induction d'un principe propre, c'est remonter à la source. Oui. Alors que la démonstration, ça descend le fleuve. Vous voyez, on part de la source et puis on descend, on conclut. On conclut quelque chose qui était déjà dans le principe. On explicite ce qu'il y a dans le principe. Vous voyez, ça c'est descendre le fleuve, tout le monde peut le faire. Mais remonter à la source, c'est vous voyez, c'est l'intelligence vraiment. C'est l'intelligence dans ce qu'elle a de plus vital. C'est pas la déduction et la démonstration qui est le plus vital de l'intelligence, c'est vraiment l'induction. Chercher une source, c'est rechercher la source. Dieu qui est la source de tout, notre intelligence, elle est faite pour voir Dieu. On le sait au plan chrétien. Elle est faite pour voir Dieu, pour voir la source de tout. Et notre intelligence, dans ce qu'elle a de plus vital, c'est ça. Seule la philosophie développe l'intelligence. Parce qu'elle vous fait découvrir une intelligibilité nouvelle. Mais nous, quand on n'étudie pas la philosophie, comment on peut avoir cette intelligence? Moi, je n'ai pas fait d'études philosophiques. Alors, oui, c'est vrai, et c'est pour ça que c'est bien de faire de la philosophie. Ce n'est pas la seule manière de développer l'intelligence. Vous avez une intelligence artistique, l'art. C'est une forme d'intelligence que vous pouvez développer aussi. Vous avez l'intelligence mathématique, ça développe l'intelligence mathématique, il développe le raisonnement, la raison, ça fait partie de l'intelligence aussi. Vous avez l'intelligence philosophique qui est la plus élevée, ça sans doute.
Et puis vous avez l'intelligence pratique, vous voyez, au point de vue affectif. Hein, il y a des gens qui sont extrêmement pratiques, et pas seulement dans l'art, mais aussi dans l'agir humain. Vous voyez? Et ça, c'est des formes d'intelligence diverses. Et quand un enfant grandit, il faut que les parents soient suffisamment perspicaces pour découvrir la forme d'intelligence de l'enfant, pour l'aider à développer son intelligence. Voilà, écoutez, on a fait déjà 2 inductions ensemble, hein, celle de l'éthique, le bien comme fin, et puis celle de la philosophie du vivant, de l'âme. C'est une des plus difficiles, celle-là. Hein. Après, il y a encore plus difficile, c'est l'induction des principes propres de l'être, hein, de la substance et de l'acte. Voilà. Surtout celle de l'acte, alors c'est le sommet, là, parce que c'est une induction analogique. Hein, c'est... Bon, enfin, j'entre pas dans le détail, c'est pas la peine. Mais voilà, voilà, eh ben, voilà, si vous n'avez pas de questions, c'est fini. Hein? Bon. C'est ce que disait Sophie tout à l'heure, quand on fait l'expérience de la mort, bah, c'est pas direct, mais quand on est face à quelqu'un qui est mort, on fait une expérience très particulière. Ah, oui. On dit, et puis à un moment donné, bah, quand l'âme quitte le corps, bah, voilà, il ne se meut plus de lui-même, il est mu par la nature. Hein. Là, on touche quelque chose de ce principe intérieur. Il est encore en mouvement, mais c'est le mouvement de la nature, hein. Un mouvement, même un mouvement vital à l'intérieur qui continue, mais qui n'est plus finalisé par l'âme. Hein. Il n'y a plus d'unité. Il n'y a plus qu'un mouvement vital et naturel qui va dans la désagrégation parce qu'il n'y a plus le principe propre qui maintient l'unité par la finalité. Un corps animé. Mais est-ce que la mort permet l'éveil, justement, en sachant qu'il y a une fin? Ça permet de poser une question, vous voyez. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans la personne humaine qui est en lui et qui fait qu'il se meut tout seul? Il n'y a pas besoin d'un principe extérieur pour le mouvoir. Tandis que quand il meurt, c'est plus le cas. Voyez. Donc on ne peut pas faire l'induction à partir de là, parce qu'il faut partir de la vie existentielle. S'il est mort, il n'y a plus la vie existentielle telle qu'on l'expérimente maintenant. Il y a encore un petit vitalité existentielle, hein, mais il est mort, il ne peut plus en faire l'expérience, nous non plus de l'extérieur. Donc voilà. C'est pas possible. Mais ça pose question, ça c'est sûr. Ça pose question aussi bien en éthique qu'en philosophie du vivant. Hein?